À 5h30 le matin du 16 juillet 1945, le ciel du désert du Nouveau-Mexique en Amérique fut secoué par un souffle puissant. L'homme venait de libérer l'énergie de l'atome dans la première explosion atomique. On avait ainsi résolu l'une des plus grandes énigmes de la nature, en libérant des énergies dépassant toute l'imagination et en créant des problèmes bouleversant toute l'humanité. Nous pensons peut-être que l'énergie atomique est chose nouvelle. Mais Dieu a placé cette fabuleuse énergie dans chaque particule de matière lors de sa création. En fait, la Terre a été chauffée et éclairée par l'énergie atomique depuis le début, car l'énergie solaire est une énergie atomique. Non, l'énergie atomique n'est pas nouvelle. Mais maintenant que l'homme peut contrôler et libérer cette énergie, le monde rencontre des problèmes sans précédent dans son histoire. Mais il surgit une question. Qu'est-ce que c'est que l'énergie atomique? Eh bien, commençons par le commencement. Peut-être pouvons-nous dire que la première pierre angulaire de notre science atomique fut posée en l'année 1905, lorsqu'un inconnu, employé dans un bureau suisse de brevets, griffonna d'étranges équations sur un bout de papier. Là, il y a environ un demi-siècle, Albert Einstein donna cette formule au monde. E égale mc carré. L'énergie, équivalent de la masse. Une conception radicalement nouvelle. La clé de l'âge atomique. L'idée exprimée par la formule E égale mc carré est vraiment simple, mais elle a provoqué une grande révolution de la pensée scientifique. Cela signifie que chaque objet, ce bureau, ce crayon, ce morceau de papier, juste un peu de matière représente une incroyable source d'énergie. Par exemple, l'énergie atomique, qui est dans le papier de ce livre, équivaut à la puissance produite en une année par le barrage ouvert en pleine production. Assez pour fournir à votre maison de l'électricité dont elle aurait besoin pendant 1 million d'années. L'air est une chose impalpable. Mais dans un seul souffle, il y a une énergie équivalente à la quantité de carburant suffisant pour alimenter un avion géant de la Terre à la Lune. Le carton de ce billet de chemin de fer contient assez d'énergie pour alimenter une locomotive diesel faisant 3 fois le tour de la Terre. Bref, l'énergie atomique contenue dans une livre de n'importe quelle matière, un demi-litre d'eau par exemple, équivaut à l'énergie obtenue en brûlant 1,5 million de tonnes de charbon. Bien sûr, il ne s'agit pas de prendre un demi-litre d'eau, de le verser dans le réservoir à essence de votre voiture pour partir faire le tour du monde. Mais l'énergie est là, enfermée dans les minuscules particules dont toute matière est faite. Pour bien comprendre ce problème, nous devons étudier la structure de la matière. La matière peut exister sous 3 formes différentes. La même substance peut être solide, liquide ou gazeuse selon sa température et la pression atmosphérique. L'eau est un bon exemple. Elle peut être solide, la glace, ou un liquide, ou un gaz. Mais même à l'état gazeux, elle reste H2O. Que voulons-nous dire en décrivant l'eau comme H2O? Et en quoi cela concerne-t-il l'énergie atomique? Eh bien, en saisissant ce que cette simple formule veut dire réellement, nous comprenons quelques-unes des lois fondamentales qui régissent la structure de la matière. L'appareil d'électrolyse va nous aider à comprendre pourquoi le chimiste a appelé l'eau H2O. Les tubes de verre de l'appareil sont remplis avec de l'eau provenant du réservoir supérieur. À la base des tubes, un courant électrique est provoqué et circule à travers l'eau de la pointe de platine d'une électrode à l'autre. Immédiatement, des bulles de gaz se forment et montent. Des échelles graduées sur les tubes indiquent dans quelle proportion ces gaz sont produits. Sur un tube, nous lisons 20. Sur l'autre, 10. La plus grande quantité de gaz brûle avec une flamme bleue presque invisible. C'est l'hydrogène.
L'autre gaz brûle en faisant un éclair brillant. C'est l'oxygène. Ainsi, nous disons que l'eau est composée de deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène, combinés dans la proportion de 2 à 1. Deux particules appelées atomes d'hydrogène sont mélangées à un atome d'oxygène pour former une molécule d'eau, H2O. Deux gaz sans couleur, sans odeur, invisibles mélangés pour former un liquide. Chaque atome de n'importe quelle substance est beaucoup trop petit pour être vu. Si nous en avions 1 million empilés, nous ne verrions pas la pile. Peut-être dites-vous, si on ne peut pas voir les atomes, comment savoir qu'ils existent? De nombreux moyens nous permettent de détecter leur présence. Le mouvement brownien est l'un d'entre eux. Si nous envoyons la fumée d'une allumette ordinaire dans une chambre à fumer, et si ensuite nous la plaçons sur la plaque d'un microscope très puissant, dans le champ d'une lumière noire, nous pourrons voir quelque chose de réellement surprenant. Notez les taches blanches. Ce sont des particules de fumée. Pourquoi bougent-elles? Elles sont secouées par d'invisibles particules d'air. La pression de l'air est tout simplement la résultante d'innombrables milliards de ces particules bombardant un objet. Au niveau de la mer, leur pression combinée est de 14 livres,7 par pouce carré. Cela signifie que sur un bidon comme celui-ci, une pression de 8 tonnes s'exerce sur sa surface. Pourquoi ne s'écrase-t-il pas? C'est parce que les molécules d'air qui sont à l'intérieur exercent une force égale mais opposée. Nous savons que la vitesse des particules d'air est déterminée par leur température. Quand la température augmente, leur vitesse s'accroît. Chauffons l'air dans le bidon. La vitesse des molécules d'air à l'intérieur du bidon, mélangées à des molécules d'eau, s'accélère. Ainsi, quelques-unes doivent en sortir. Les molécules restantes à l'intérieur sont moins nombreuses, mais leur vitesse accélérée compense la pression extérieure. Maintenant, coupons le chauffage et bouchons hermétiquement le bidon pour qu'aucune particule que nous avons fait sortir ne puisse y rentrer. Comme l'air à l'intérieur se refroidit, les particules ralentissent et livrent un combat inégal contre le nombre plus grand de particules qui martèlent l'extérieur et le bidon s'écrase. Les effets de la pression de l'air et le mouvement des particules de fumée démontrent l'existence de ces particules invisibles, mais ce n'en est pas l'unique démonstration. L'âge atomique exige une connaissance certaine et positive de leur existence. L'atome n'est pas une boulette de matière solide. Il ressemble à un système solaire. Il a un noyau central et des électrons tournant en orbite autour du noyau. Et comme le système solaire, c'est presque entièrement un espace vide. Il y a un instant, nous analysions l'eau. Nous avons vu qu'elle est faite de deux substances, l'hydrogène et l'oxygène. Ceci représente un atome d'hydrogène, le plus simple de tous. Il a seulement un électron, tournant autour de son noyau. L'atome d'oxygène est beaucoup plus complexe. Il y a 8 électrons tournant autour de son noyau, lui-même plus complexe. Toutes les substances de notre monde matériel, tous les millions de choses et d'objets différents, animés ou inanimés, sont constitués par un peu plus de 100 de ces matériaux de construction de différents types. L'hydrogène, disions-nous, a un électron tournant autour du noyau. S'il y en avait 2, ce ne serait pas de l'hydrogène, mais de l'hélium. 3, ce ne serait plus un gaz, mais ça serait plutôt du lithium, un métal blanc argenté. Et ainsi, nous voyons que ces matériaux que le Créateur a faits forment toute la substance matérielle de l'univers. Plus encore, ils sont aussi la source de toute énergie trouvée dans l'univers. Tous nous connaissons l'énergie chimique. Quand nous frottons une allumette, elle brûle parce que l'énergie chimique est libérée.
notre civilisation a été construite basée sur l'énergie chimique. Même pour l'énergie chimique, l'atome est la source finale de la puissance. Seulement que pour l'énergie chimique, seuls les électrons, la partie extérieure de l'atome, sont utilisés. Avec l'énergie atomique ou nucléaire, par contre, c'est le noyau, le cœur même de l'atome. Autrefois, nous ne connaissions que l'énergie chimique. Mais le fatidique matin du 16 juillet 1945 inaugura une ère nouvelle, car l'homme avait libéré l'énergie nucléaire pour la première fois. Une source de puissance des millions de fois plus grande que tout ce que nous connaissions auparavant. Essayons d'illustrer la différence qui existe entre l'énergie chimique et l'énergie nucléaire. Un pétard, c'est de l'énergie chimique. Quand ce pétard a explosé, il a fait pas mal de bruit, je crois. C'était de l'énergie chimique. Et cela valait mieux. Si nous pouvions libérer la totalité de l'énergie nucléaire contenue dans le même pétard, cela équivaudrait à 10 millions de cartouches de dynamite. C'est cela la différence entre l'énergie chimique et l'énergie nucléaire. Alors, comment libérer l'énergie nucléaire? Eh bien, l'un des moyens, c'est de briser le noyau en deux. Vraiment le couper par la moitié. Alors des choses réellement étranges et merveilleuses se produisent. D'abord, le poids total des deux moitiés sera inférieur au poids initial du noyau primitif. Une partie de la masse a disparu dans une explosion d'énergie. Vous vous rappelez la formule E égale mc carré? L'énergie est égale à la masse. Pour couper l'atome, nous devons lancer un projectile ayant la taille et la vitesse voulues, pour frapper l'atome exactement au bon endroit. Assez simple, dites-vous. C'est loin d'être si simple. Vous savez que personne n'a jamais vu d'atome, et que la cible est minuscule, et que le projectile atomique est encore plus minuscule. Pour accomplir cette tâche si difficile et exacte, on se sert d'instruments gigantesques comme les cyclotrons construits pour bombarder avec des gerbes de projectiles sous-atomiques le noyau de l'atome. Dans ce modèle de cyclotron, des billes d'acier représentent des particules atomiques guidées sur une orbite circulaire par un champ magnétique puissant. Sous l'action des forces électriques, le flot des particules atomiques accélère son mouvement spiral jusqu'à ce qu'il vienne frapper la cible à la périphérie. Passons maintenant du modèle à l'instrument lui-même, le fameux cyclotron médical de 152 cm de l'Université de Californie. Les matériaux à bombarder sont étendus sur une plaque et ensuite soigneusement montés dans l'assemblage de la cible. Cette cible est ensuite fixée au cyclotron de telle façon que le rayon de particules à haute énergie la frappe. Dans la salle de contrôle derrière une barrière de protection, l'opérateur met le cyclotron en marche. Les voûtes en plomb absorbant les radiations permettent un stockage provisoire et sûr des cibles irradiées, en attendant leur emploi dans les laboratoires de recherche médicale. Le cyclotron de 467 cm, qui se trouve également dans le laboratoire à radiation de l'Université de Californie, pénètre plus loin dans les mystères de l'atome. Ce grand instrument de 4000 tonnes mesure 17 mètres de long et 13 mètres de hauteur. Il accélère les particules bien plus que son compagnon de 152 cm. Nous sommes maintenant au cœur du cyclotron de 467 cm, à l'intérieur du réservoir, entre les deux pôles du grand aimant de 4000 tonnes. Pendant la marche de l'appareil, cette zone est un vide traversé par un torrent spiral de particules, accéléré jusqu'à des vitesses approchant celles de la lumière. Dans un cyclotron, et d'autres accélérateurs comme le synchrotron et le bévatron ou les accélérateurs linéaires, l'énergie nucléaire ne peut être libérée qu'en très petite quantité. Ce sont des instruments de recherche, conçus pour nous faire mieux connaître la structure de l'atome.
On ne put libérer l'énergie atomique sur une grande échelle que lorsque la méthode permettant de maintenir une fragmentation atomique en chaîne dans un isotope d'uranium fut découverte. La production de la première bombe atomique fut une course frénétique contre la montre. L'urgence de la guerre comprima le temps de toute une génération en 5 agitées et fiévreuses années. Et cela coûta 2000 millions de dollars. À un certain moment, plus d'un demi-million de personnes unirent leurs efforts dans cette recherche sous la plus rigoureuse des censures. Le succès de cette gigantesque entreprise fut démontré dramatiquement ce matin-là à Alamogordo, lorsque la première boule blanche nucléaire illumina comme le soleil les collines du Nouveau-Mexique. 3 semaines après la première explosion expérimentale, une bombe atomique fut lancée sur la ville japonaise d'Hiroshima. Et 3 jours plus tard, une autre sur Nagasaki. Ces images sont celles de cette dernière explosion qui détruisit la ville de Nagasaki. 2 bombes avaient complètement détruit 2 cités, anéanti 150 000 êtres humains et terminé la guerre. Mais beaucoup de questions concernant la bombe atomique restaient encore sans réponse. Pour les trouver, de monstrueux essais furent préparés à grande échelle dans les îles Marshall. Une flotte de 90 navires cibles, conduits par le vénérable bateau de guerre Nevada, peint d'un rouge criard, entra dans la lagune de Bikini. On construisit sur le rivage des tours d'acier pour abriter des instruments scientifiques spécialement conçus et des caméras de tout type et format. Des portes en béton armé et des plaques de plomb protégeaient les films contre les effets de la radioactivité. Des hydravions se joignirent à l'énorme flotte d'avions photographes. Ce fut l'événement le plus photographié de l'histoire. Le jour du premier essai, les avions d'observation météorologique et scientifique s'envolent de leur base sur une île voisine. La bombe atomique est à bord. Elle est réglée pour exploser au-dessus de la surface de l'eau. Destination, Bikini. De l'avion météo, les enregistreurs d'explosion sont parachutés vers la cible. Lâchez la bombe! Maintenant, voici la seconde explosion atomique. Celle-là doit détonner sous l'eau. On aborde le Cumberland Sound, bateau chargé de détonner la bombe. Les ingénieurs de Los Alamos présentent leur laissez-passer aux gardes de la marine. Sécurité avant tout. Depuis ce bateau muni d'un équipement électronique sera envoyé le signal au détonateur qui fera exploser la bombe. Le laboratoire de contrôle est un dédale d'appareils électroniques complexes, d'émetteurs radio interconnectés, d'horloges automatiques et d'enregistreurs. Les émetteurs sont chauffés et réglés, les papiers millimétrés changés sur les enregistreurs de temps. Encore 2 minutes. Le signal d'alarme, tout le monde est prêt. À la console du contrôle central, le docteur Marshall Holloway, chef du groupe, abaisse la manette du signal de 30 secondes. Au tableau de détonation automatique, les 17e dernières secondes sont diffusées. 17, 10,
5, 4, 3, 2, 1. Après cet atoll corallien du Pacifique, le monde frappé de terreur porta son regard vers une vallée aride du désert du Nevada. Dans cette vallée, l'explosion de plusieurs douzaines de bombes atomiques démontre leur pouvoir de destruction. Quelle effroyable menace pour l'humanité vouée désormais à l'angoisse. En 1952, l'explosion de la première bombe à hydrogène dans le Pacifique démontra que la fusion nucléaire était encore plus puissante que la fission. Cette bombe fit disparaître complètement une île du Pacifique de 5 km sur 2. Et il pourrait en être de même pour une ville. Dire que nous faisons face à un grave problème est un euphémisme grossier. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme a dans la main le pouvoir d'effacer la civilisation et de détruire pratiquement la planète en quelques jours. Mais dites-moi, il doit y avoir sûrement un espoir. Il doit y avoir une solution à ce problème. Oui, elle existe. Mais une chose est certaine. L'homme ne trouvera jamais la solution sans qu'il reconnaisse d'abord la vraie nature du problème. Certains blâment les savants d'avoir découvert l'énergie nucléaire. D'autres critiquent Dieu qui l'a créée. Et d'autres encore condamnent les politiciens qui ont décidé son utilisation. Ce n'est pas le temps de nous payer le luxe d'être si insouciants. La bombe à hydrogène n'a pas créé notre problème. Elle l'a simplement révélé. Les malheurs des hommes ne sont pas dus au fait qu'ils possèdent des épées, des fusils, de la poudre à canon, des tanks, des avions, ou même des bombes à hydrogène. Supprimez tout cela dans le monde, et les hommes vont se battre à mort entre eux avec leurs poings nus. Ce n'est pas très joli peut-être, mais c'est la stricte vérité. Dans le livre de Jacques, au 4e chapitre, 1er verset, nous lisons: D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Le problème fondamental est que l'homme est tourmenté par une maladie morale et spirituelle appelée le péché. L'homme a perverti son jugement. Il a appauvri son âme. Il nous faut un remède pour le péché. Quelque chose qui puisse changer la nature mauvaise de l'homme. Depuis bien des siècles, quand un homme est venu à Dieu, par la foi et le repentir, Dieu l'a sauvé et a transformé sa vie. Et Dieu, aujourd'hui, comme toujours, veut et peut opérer ce miracle. Autant que je sache, c'est notre unique et seul espoir. Dire qu'il n'y a qu'une seule solution à notre problème, c'est comme si nous disions qu'on ne peut respirer que de l'air.
Une solution nous suffit si c'est la bonne. Et souvenez-vous que c'est la solution divine. Elle a été éprouvée par les hommes dans toutes leurs formes de vie de tous les temps. Elle n'a jamais failli. Réfléchissez un moment. L'énergie nucléaire peut être un grand bienfait pour l'humanité, ou elle peut nous détruire complètement. La décision n'en sera pas trouvée sur un champ de bataille, mais dans le cœur des hommes, individuellement comme vous et moi. Nous devons choisir entre la vie ou la mort. Mais nous avons ce choix. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Rappelez-vous ceci. Le Dieu de l'atome, le Dieu de la puissance infinie, est le Dieu du salut éternel pour celui ou celle qui croit en lui.